Je vous propose donc de reprendre nos travaux qui sont consacrés cet après-midi à l'exemplarité politique et la confiance. L'exemplarité et la confiance, deux notions dont la signification n'était pas d'emblée claire à l'esprit, en tout cas à mon esprit, formé en droit constitutionnel dans les années 2010. Mais pourtant, ces deux notions cruciales, qui sont invisibles, comme on l'a dit ce matin, mais qui sous-tendent tout système, ou en tout cas tout système démocratique. Pour rapidement définir l'objet duquel on va parler, même si ça a quand même ça a été fait ce matin, sans épuiser la question évidemment, mais je vais quand même proposer de revenir rapidement sur ces deux définitions dans une optique opérationnelle, donc vraiment pour... en lisant les préparations et les présentations de chacun des panélistes pour essayer d'avoir une vision horizontale, très générale, de ce dont on va parler. Pour définir la confiance, je m'appuie sur le livre dont Céline Romainville et Léna Geron sont les autrices et qui est à paraître aux éditions Larcier. Elles définissent la confiance de manière assez large comme un état cognitif et émotionnel qui se constitue d'un mélange de rationalité, de sentiments, d'engagement d'une personne, qu'elles appellent donc le truster, qui s'engage dans une relation sociale avec d'autres, les trustees, sur la base de l'espérance que ces trustees tiendront leurs engagements. Étant entendu, à nouveau ça a été dit ce matin, que le ou les trustees disposent d'un certain degré de liberté pour réaliser les attentes et les espoirs du truster. Donc la confiance, elle implique une certaine prise de risque et l'acceptation d'une certaine forme de vulnérabilité dans le chef du truster. Donc on le voit, il s'agit d'une notion profondément relationnelle qui implique nécessairement la question, la confiance de qui, la confiance envers qui et la confiance à propos de quoi. Et ça a été dit aussi ce matin, donc je vais aller vite. A priori, quand on pense à la notion de confiance en politique, on pense à la relation entre les citoyens et le corps politique, dont les chiffres tendent à démontrer, même si à nouveau c'est discuté, que cette confiance, elle est en déclin, ce qui est devenu un peu le lieu commun de la crise de la confiance. Mais évidemment, on pourrait très bien parler, et on a parlé ce matin de la confiance des institutions les unes envers les autres, ce qui renvoie à la notion évidemment connue dans un régime parlementaire de confiance et de responsabilité ministérielle, dans un régime semi-parlementaire aussi d'ailleurs. Et ce dont on n'a pas parlé ce matin, c'est de la confiance réciproque qu'on peut imaginer devoir se nouer entre les mandataires publics, pris individuellement. Par exemple, en ce moment, en Belgique, on est au niveau fédéral en train d'essayer de former une majorité gouvernementale. Eh bien, il faut un degré de confiance entre les mandataires publics ou les personnes élues ou les chefs de partis politiques pour pouvoir former ce gouvernement. On a aussi la confiance, et ce sera discuté à propos de l'Union européenne, entre les différents niveaux de pouvoir, que ce soit entité fédérée, autorité fédérale ou évidemment à l'échelon européen. Voilà, ça c'est pour la confiance. Vous voyez, c'est très opérationnel et très synthétique, schématique, sommaire, je dirais même. Pour l'exemplarité, là je m'appuie sur la contribution d'Éric Buge dans un ouvrage de référence, on peut le dire, intitulé sobrement « L'exemplarité des gouvernants », qui a été publié en 2022 sous la forme d'un e-book par Ius Politicum et qui est en libre accès, je pense, ce qui est toujours appréciable. Et lui définit la notion juridique d'exemplarité comme l'ensemble des règles de contrôle et de sanction des gouvernants afin de pousser ces derniers à la vertu. C'est-à-dire, d'une certaine façon, et je vous cite toujours mais dans une autre contribution, à inciter les gouvernants à privilégier l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Ça a été à nouveau évoqué ce matin. Alors ces règles juridiques, on va le voir ici, elles sont très variées quant à leur forme, quant à leur contenu, quant à leur objet, quant à leur effectivité. Elles peuvent chercher à assurer la transparence, l'honnêteté, la dignité de la fonction, à éviter les conflits d'intérêts, à lutter contre la corruption, ou plus généralement à assurer la bonne réputation et le fonctionnement optimal des institutions. Donc plus que d'une notion unifiée, je pense qu'on peut parler de l'exemplarité comme une constellation de situations de comportement qui sont appréhendées donc par des règles de droit. Et alors, toute la question maintenant, c'est quel est le lien entre vertu et confiance? Est-ce que la vertu ou exemplarité est confiance? Est-ce que la vertu des gouvernants implique ipso facto la confiance des gouvernés? C'est pas certain, la question mérite d'être posée. Mais ce qui me semble certain, c'est que l'absence de vertu des gouvernants, lorsqu'elle est découverte, est générateur d'une rupture de confiance dans le chef des gouvernés, mais à nouveau à discuter.
Donc, en d'autres termes, la vertu, pour moi, est une condition nécessaire de la confiance, mais reste alors au-delà de l'exemplarité, entendue dans son sens juridique, à circonscrire ce qu'est la vertu, entendue peut-être plutôt comme une notion éthique. Voilà, alors pour nous aiguiller dans ces réflexions et pour ouvrir le débat, nous pouvons compter sur un panel d'exception composé d'éminents spécialistes qui apporteront chacun l'éclairage d'un ordre juridique particulier, le leur. Donc le droit français sera mis en lumière par M. Éric Buge, le droit belge par M. Koen Meul, le droit britannique par le professeur Mike Gordon et le droit de l'Union par les professeurs Hugues Dumont et Cecilia Rixala. Et alors on pourra comme ça discuter ensemble des interactions réciproques qui se nouent entre exemplarité politique d'une part et confiance d'autre part. Mais je vais bientôt céder la parole à M. Éric Buge. Je vais simplement le présenter avant cela. Ses recherches portent sur les institutions politiques et démocratiques, plus spécifiquement sur les assemblées parlementaires, la participation citoyenne et l'exemplarité des responsables publics. Il est professeur associé au sein de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne et maître de requête au Conseil d'État français. Il a été administrateur également de l'Assemblée nationale française et secrétaire général du groupe d'études sur les institutions et la vie parlementaire, le GVIPAR. Donc les Français ont toujours l'art des acronymes qui nous paraissent nébuleux, mais on a les nôtres aussi. Et surtout, il est auteur de nombreuses contributions relatives au fonctionnement du Parlement, à l'exemplarité des responsables publics et à la participation citoyenne. Et outre le livre qui a ouvert ici ma petite intervention, il est également l'auteur de Droit de la vie politique, qui est paru aux Presses universitaires de France en 2018. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et tous. Je me joins aux orateurs précédents pour remercier chaleureusement les organisateurs de cette manifestation dont on disait avec mon collègue et ami Jean-François Carléo ce midi qu'elle était exceptionnelle. Et hélas exceptionnelle que autant de juristes de cultures juridiques différentes puissent se réunir sur un thème qui, vous l'avez rappelé, me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'exemplarité des responsables publics. Et donc, lorsqu'on m'a proposé d'intervenir au cours de cette conférence, j'étais un peu surpris par la thématique qui m'a été proposée, qui est donc les règles d'éthique politique en droit constitutionnel français. Or, pas tant l'éthique politique ou l'exemplarité, je reviendrai effectivement sur la définition que je propose de donner de l'exemplarité ou de l'éthique politique, une notion que j'assimile assez largement, mais sur le champ qui était proposé, à savoir le droit constitutionnel français. Et donc je me suis effectivement posé la question de savoir s'il y avait des règles d'éthique politique en droit constitutionnel français. Peut-être que quelque chose m'avait échappé. Et effectivement, c'est cette enquête que je vous propose de mener ensemble, de savoir s'il y a effectivement des règles d'éthique politique en droit constitutionnel français. Et donc, à titre de méthode, dans un premier temps, je vous propose d'identifier ou de cerner un peu plus précisément cette notion d'éthique politique que je vous propose d'identifier par commodité, parce que le temps est compté, à celle d'exemplarité des gouvernants. Donc vous l'avez rappelé, c'est une notion que j'ai un peu travaillée, ça a été d'ailleurs un travail collectif, puisque s'est tenu il y a maintenant 2 ans à Paris 2 un colloque sur l'exemplarité des gouvernants qui a permis de définir, conceptualiser cette notion. Et donc je vous propose de retenir 3 critères pour identifier les règles d'exemplarité des gouvernants. Ça permet de se mettre d'accord sur ce dont on parle. 3 critères que vous avez rappelé, que je détaille un tout petit peu pour se mettre d'accord sur leur contenu, qui sont premièrement des normes juridiques qui obligent, contraignent et sanctionnent. Donc c'est un critère qui peut sembler trivial, mais je me contente de me référer aux normes juridiques. Parce que lorsque, dans le langage courant, on parle d'exemplarité, on va vouloir englober des types de normes, des types de comportements qui vont bien au-delà des normes juridiques, des normes morales, des normes éthiques, qui n'ont pas forcément de fondement dans le droit. Et en ce sens, l'exemplarité juridique, l'exemplarité telle que je propose de la définir du point de vue du juriste,
est une petite partie de l'exemplarité que les citoyens peuvent attendre de leurs gouvernants. Donc je m'en tiens aux normes juridiques. Deuxième critère de définition, ce sont des normes qui sont défavorables aux gouvernants. On pourrait même dire discriminatoires vis-à-vis des gouvernants. C'est-à-dire des normes qui ne sont possibles que parce qu'elles visent spécifiquement les gouvernants. Pour le dire autrement, si on essayait d'appliquer ces normes à votre assistance, par exemple, et que l'un d'entre vous saisissait le juge administratif ou le juge constitutionnel, il y a de fortes chances qu'il annule la règle en question. Je précise ma pensée, et pour vous donner un exemple, exiger une déclaration de patrimoine rendue publique de la part des députés. On juge ça légitime quand c'est pour un député. Si le pouvoir politique disait je vais faire adopter une loi qui exige ça de tous les citoyens, certainement que ça porterait atteinte à des droits et libertés qui sont par ailleurs garantis. Et donc cette norme, on ne l'accepte que parce qu'elle est discriminatoire vis-à-vis des gouvernants ou parce qu'elle ne porte que sur les gouvernants. Et j'entends gouvernants au sens large, il ne faut pas là pour le coup y voir une notion juridique. Je prends en compte à la fois les représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, dans une certaine mesure du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire tous ceux qui exercent une autorité au nom de la collectivité. Donc ce n'est pas une notion juridique de gouvernant telle qu'on la retient dans la doctrine constitutionnelle classique. Et par ailleurs, ce sont des règles qui visent à promouvoir la vertu des gouvernants. Alors, vertu des gouvernants, le professeur Loughlin, ce matin, l'identifiait à la suite de Montesquieu comme le sens du sacrifice, peut-être sans aller jusqu'au sens du sacrifice de la part de nos élus, au moins une forme de désintéressement. Mais désintéressement au sens premier du terme, c'est-à-dire mettre de côté ses intérêts, se désintéresser, mettre de côté ce qui fait ses propres intérêts, au bénéfice de l'intérêt général. C'est comme ça que Montesquieu définit la vertu dans l'esprit des lois. Donc vous voyez 3 critères qui permettent de cerner les normes d'exemplarité et d'exclure au contraire un certain nombre d'autres règles qui pourtant peuvent porter sur l'éthique publique, notamment l'évaluation des politiques publiques ou des actes publics, l'exclusion aussi des mécanismes de séparation des pouvoirs qui visent à équilibrer les pouvoirs, mais pas à discipliner, pas à contrôler spécifiquement les gouvernants. Et pour avancer un peu plus dans la caractérisation, on peut dire que les règles d'exemplarité sont l'inverse des immunités juridiques. Traditionnellement, et j'y reviendrai, les régimes représentatifs garantissent des immunités pour leurs gouvernants, irresponsabilité parlementaire, inviolabilité parlementaire, irresponsabilité du président de la République en France, du chef de l'exécutif de manière générale. Ce sont des règles qui sont, vous voyez, l'inverse des règles d'exemplarité. Elles protègent spécifiquement les gouvernants. Et elles les protègent parce que ce sont des gouvernants. À l'inverse, les règles d'exemplarité contrôlent les gouvernants spécifiquement parce que ce sont des gouvernants. Donc une fois qu'on est doté de cette définition, que trouve-t-on dans la Constitution française ? Alors, comme je suis charitable, j'ai écrit de manière marginale, on pourrait dire presque pas ou pas du tout. Donc, dans la Constitution française de 1958, réformée à plusieurs reprises depuis lors, on trouve donc de manière marginale des règles d'exemplarité des gouvernants. Quelles sont ces règles ? Ce sont d'abord les règles d'incompatibilité de fonction pour les ministres et pour les parlementaires, avec deux niveaux différents. Pour les ministres, la Constitution, c'est l'article 23 de la Constitution française, énonce directement quelle est l'incompatibilité. Donc les fonctions ministérielles sont incompatibles avec toute activité professionnelle. Donc c'est la Constitution qui l'énonce. Pour les parlementaires, on renvoie à la loi la définition des activités incompatibles. Mais c'est aussi un article de la Constitution, l'article 25, qui renvoie à la loi. Et c'est à peu près tout ce qu'on trouve dans la Constitution qui pourrait se rapprocher de l'éthique politique ou de règles d'exemplarité. On peut, si on a une acception large, y inclure les règles de responsabilité ministérielle et de destitution du président de la République. On trouve notamment, donc je ne reviens pas sur la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, à l'article 49 de la Constitution française, on trouve, s'agissant de la destitution du président de la République, la notion de manquement à ses devoirs. Et donc le terme de devoir a une connotation d'exemplarité. S'il y a des devoirs qui sont sanctionnés par un mécanisme de destitution, là on est proche peut-être d'une règle d'exemplarité. Encore faudrait-il savoir quels sont les devoirs et les définir peut-être précisément.
Et si on étend encore un peu à la pratique constitutionnelle ou aux conventions constitutionnelles, on peut noter qu'il en existe en matière d'exemplarité, mais qu'elles ont un caractère contraignant qui est incertain. J'en mentionne deux, ce qu'on appelle la jurisprudence Bérégovoy-Balladur, qui oblige un ministre mis en examen à démissionner du gouvernement. Et donc c'est une forme de protection du gouvernement, et donc une forme d'éthique politique, de règle d'éthique politique, effectivement, qui toutefois a été remise en cause ces dernières années, puisque plusieurs ministres mis en examen sont restés au gouvernement. Donc c'est une règle qui a valu en quelque sorte entre le début des années 1990 et la fin des années 2010, qui aujourd'hui ne semble plus être acceptée, qui en tout cas ne figure pas dans la Constitution écrite. Même chose s'agissant de l'interdiction d'exercer des fonctions exécutives locales pour un ministre. Donc c'était une tradition française du cumul des mandats qui valait aussi pour les ministres. On pouvait être ministre et maire, par exemple, ou ministre et président de conseil régional. Certains gouvernements ont interdit ce genre de cumul par la pratique uniquement, sans modifier la Constitution. Aujourd'hui, c'est aussi une règle qui semble d'application inégale. Et donc il n'y a pas, vous voyez, peu ou pas de règles d'exemplarité dans la Constitution française. Et à l'inverse, les gouvernants bénéficiaient plutôt de protection constitutionnelle, qui, elle, figure bien en dur dans la Constitution française. Je les ai déjà évoquées, donc je les mentionne uniquement pour mémoire. L'immunité du président de la République pour tous les actes accomplis au titre de ses fonctions. Donc il a une immunité totale pour les actes accomplis au titre de ses fonctions. Et par ailleurs, les procédures qui pourraient être en cours contre lui sont suspendues pendant le temps du mandat présidentiel. Donc une immunité quasi générale, juridictionnelle quasi générale, très très forte pour le président de la République. Pour les parlementaires, ce sont les immunités classiques des parlementaires. Irresponsabilité pour les propos tenus dans le cadre des fonctions, inviolabilité pour les poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre les parlementaires. Donc vous voyez qu'on a un régime qui n'est pas un régime d'exemplarité, qui est un régime de protection en fait, des élus qui est prévu par la Constitution. Donc l'inverse, un régime d'immunité ou un régime de protection qui est prévu par la Constitution. Mais en regardant un peu mieux et à nouveau frais cette Constitution de la Ve République, on aperçoit un autre modèle qui ne concerne pas les responsables politiques, qui concerne les juges judiciaires. Et donc c'est dans les articles consacrés à l'autorité judiciaire qui, eux, élaborent un autre modèle, qui comporte un autre corpus de règles juridiques qui, elles, peuvent directement être qualifiées de modèles d'exemplarité ou de règles d'exemplarité. C'est à l'article 65 de la Constitution sur le Conseil supérieur de la magistrature, qui évoque d'une part le fait que c'est une instance de discipline. Et bien sûr, on ne trouve pas le pendant pour les parlementaires. Il n'y a pas d'instance de discipline parlementaire dans la Constitution. Donc une instance de discipline. Donc les juges peuvent être soumis à des procédures disciplinaires, qui évoque également justement la possibilité de sanctions disciplinaires. Donc il y a possibilité, si on méconnaît les devoirs de la charge, de sanctions disciplinaires. Et enfin, le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'élaborer les règles de déontologie des magistrats. Et donc là, on a bien un ensemble complet comprenant une autorité de sanction, des règles fermes, déontologiques, et puis des possibilités de sanctions. Donc ça, c'est un véritable modèle d'exemplarité ou un système d'exemplarité qui n'est applicable qu'aux magistrats. Et donc on trouve, me semble-t-il, dans la Constitution française de la Ve République, deux modèles constitutionnels opposés, qui sont d'une part un modèle de protection des gouvernants et d'autre part un modèle d'exemplarité des magistrats. Et c'est en étudiant, en entrant un peu dans le détail de l'analyse de ces deux modèles, qu'on va pouvoir trouver des choses intéressantes, me semble-t-il. En effet, si ces règles sont relativement absentes de la Constitution française, donc je vous ai dit les règles d'exemplarité pour les responsables politiques, pour autant, bien sûr, les constituants de 1958 ne se sont pas désintéressés du contrôle des gouvernants. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit on ne va pas astreindre les élus ou les ministres à des règles déontologiques, à des règles de conflit d'intérêts, de déport, etc., comme il pouvait en exister dans d'autres parlements à l'époque. Ça n'est pas parce qu'on ne prévoit pas ces règles dans la Constitution française qu'on ne va pas prévoir de contrôle sur les gouvernants. Simplement, ces contrôles, ce sont des contrôles par des procédures indirectes, c'est-à-dire qu'ils ne visent pas spécifiquement
le comportement des gouvernants, qui ne prescrivent pas des comportements particuliers. Ce sont des règles de contrôle qui sont indirectes. Et les 3 grandes règles de contrôle qui sont indirectes, vous les avez là, peut-être que c'est un peu petit à l'écran. C'est un extrait du journal officiel qui comporte la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui habilite le gouvernement du général de Gaulle à rédiger un projet de constitution. Et le Parlement, lorsqu'il habilite l'exécutif à rédiger un projet de constitution, prend quand même des garanties. Et là, vous avez les 5 garanties qui ont été prises et qui s'imposaient sur la rédaction de la Constitution. Et vous voyez que dans ces garanties, on prévoit, que tout pouvoir provient du peuple. Donc le principe de l'élection. Première garantie pour le contrôle des gouvernants. Deuxième garantie, la séparation des pouvoirs. Il faut qu'il y ait 3 pouvoirs distincts. Donc c'est 2 alinéas différents. D'une part, exécutif, législatif doivent être distincts et il faut que les juges soient indépendants. Deuxième garantie, donc la séparation des pouvoirs. Troisième garantie, il faut que le gouvernement soit responsable devant le Parlement. Donc la responsabilité politique, concept bien connu des constitutionnalistes. Et vous avez là les 3 garanties que les régimes représentatifs, dont les régimes représentatifs se munissent, pour assurer le contrôle de leurs gouvernants. Mais vous voyez que ce sont 3 institutions génériques qui font bien d'autres choses que contrôler les gouvernants. L'élection vise à assurer l'adéquation de vue entre le pays et le Parlement. C'est ça l'objet principal de l'élection, si on devait le résumer. La responsabilité politique, ça a été dit ce matin, sert à assurer l'adéquation de vue entre le Parlement et le gouvernement. Et ça n'est que secondairement que ce sont des mécanismes de contrôle de l'intégrité des responsables politiques. Et donc le contrôle qui est instauré par la Constitution sur les gouvernants, c'est un contrôle qui est indirect et par ces 3 institutions non spécifiques au contrôle de l'intégrité des gouvernants, que sont donc l'élection, la séparation des pouvoirs et la responsabilité politique. Dans le même temps, et c'est ça qui donne son intérêt à la thématique bien sûr, dans le même temps, en France, on a connu au cours de ces 30 dernières années une prolifération des règles d'exemplarité. Mais comme aux États-Unis depuis les années 1960, comme au Royaume-Uni depuis au moins les années 1970, comme dans beaucoup d'autres pays européens, à mesure des scandales, le législateur a entrepris de réglementer la vie politique et de s'assurer de l'intégrité des gouvernants. Donc je vous ai mis les 3 principales lois de 1988, 2013, 2017 qui faisaient toutes suite à des scandales. 1988, multiples scandales politico-financiers. 2013, l'affaire Cahuzac, du nom du ministre des Finances qui avait un compte non déclaré en Suisse. Et 2017, l'affaire Fillon, que vous connaissez du nom du Premier ministre qui avait employé pour des prestations fictives, ça a été jugé par la Cour de cassation, son épouse. Et donc à chaque fois, en réaction, le Parlement a voté des lois qui renforçaient beaucoup les contraintes pesant sur les gouvernants. Je vous ai mis un petit exemple des normes auxquelles sont astreints aujourd'hui les ministres. Donc si, ça tombe bien, c'était bien sûr pour les besoins de cette présentation, un Premier ministre vient d'être nommé en France il y a une demi-heure. Et donc qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Il va devoir remplir une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt qui vont être publiées sur Internet. Il va devoir placer tous ses actifs financiers, s'il en a, sous mandat de gestion. Donc il ne pourra plus en assurer la gestion directe. Il va subir un contrôle fiscal dès sa prise de fonction. Il va bien sûr devoir se déporter en cas de conflit d'intérêts. On va contrôler qu'il ne s'est pas enrichi de manière inexpliquée durant ses fonctions. Si, à la suite de ses fonctions, qu'on lui souhaite le plus longue possible, il éprouve la nécessité de passer dans le secteur privé, il va avoir besoin d'une autorisation, de manière à vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les décisions qu'il a prises et les fonctions qu'il s'apprête à prendre dans le secteur privé. Et tous ces contrôles sont menés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui a le statut d'autorité administrative indépendante. Si on se reporte en 1980, donc il y a une quarantaine d'années, aucune de ces obligations n'existait. Donc on est dans un mouvement affirmé de construction d'une éthique publique. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que ce nouveau type de contrôle sur le comportement des gouvernants, s'articule avec le contrôle ancienne mode.
via l'élection, la séparation des pouvoirs et la responsabilité. Est-ce que ça se renforce mutuellement? Est-ce que ça se contredit? Et pour ça, je vous propose, et ça sera mon dernier point, de voir ce qu'a dit le Conseil constitutionnel sur l'ensemble de ces textes qui ont été élaborés et votés en France. Et donc j'ai analysé, décortiqué les 5 principales décisions du Conseil constitutionnel français sur ces lois. Je n'entre pas dans le détail. Grosso modo, il y a 12 dispositions de ces lois au total qui ont été annulées par le Conseil constitutionnel. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir pour quel motif le Conseil constitutionnel a annulé ces règles de contrôle de l'intégrité des gouvernants. Dans 4 cas, c'était au visage de la séparation des pouvoirs. Donc là, ça peut sembler un peu étonnant, puisque dans les 2 cas, il s'agit de contrôler le pouvoir politique. Donc pourquoi est-ce qu'on irait annuler des règles visant à garantir l'intégrité des gouvernants au visage de la séparation des pouvoirs? Même chose s'agissant des conditions d'élection et d'éligibilité. Donc l'égal accès au scrutin a été mobilisé pour annuler des règles d'exemplarité votées par le législateur. Je reviendrai sur ces 2 cas dans un instant. Et puis, plus classique, le droit au respect de la vie privée, effectivement, c'est des règles qui souvent sont attentatoires à la vie privée des gouvernants. Principe de l'égalité des délits et des peines, on n'avait pas défini assez précisément les infractions qu'on s'apprêtait à appliquer aux gouvernants, ou encore la liberté d'expression. Je prends 3 exemples pour entrer un peu dans le détail de l'articulation entre mécanismes représentatifs de contrôle des gouvernants et mécanismes d'exemplarité pour le contrôle des gouvernants. Pour ça, quelques exemples. D'une part, sur la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a annulé, sur le fondement de la séparation des pouvoirs, la possibilité pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, donc autorité administrative indépendante, d'adresser des injonctions aux parlementaires s'agissant de leurs intérêts. Elle a considéré que ce n'était pas le rôle d'une autorité administrative indépendante que de contrôler les intérêts des parlementaires. Pourquoi ? Au nom donc, de la séparation des pouvoirs qui inclut l'indépendance des parlementaires. Et donc là, on voit que ces principes classiques de contrôle des gouvernants sont aussi des principes qui protègent les gouvernants. Ce sont des principes qui ont été construits comme des principes de contrôle, la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs doivent se contrôler les uns les autres, mais dans les faits, ils agissent aussi comme des mécanismes de protection des gouvernants, puisque le fait que les pouvoirs doivent se contrôler les uns les autres va de pair avec le fait que chaque pouvoir doit pouvoir s'auto-organiser pour ne pas subir d'intrusion des autres pouvoirs. Et donc c'est ça qu'a jugé le Conseil constitutionnel. Une branche du pouvoir exécutif, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ne peut pas adresser d'injonctions aux parlementaires sur leurs intérêts. Ça serait contraire à la séparation des pouvoirs. Deuxième exemple, c'est celui qui concerne la disposition qui avait été votée par le Parlement français pour contrôler les frais de représentation des ministres. Donc là aussi, typiquement, l'argent des frais de représentation, on sait que c'est source de potentiels abus. Le Parlement avait voté une disposition pour contrôler ces frais de représentation. Le Conseil constitutionnel a annulé cette disposition au visa de la séparation des pouvoirs en disant non, il faut que les fonds qui sont attribués à l'exécutif en tant que frais de représentation soient sous le seul contrôle du pouvoir exécutif. Donc là encore, la séparation des pouvoirs protège les gouvernants davantage qu'elle ne contribue à leur contrôle. Enfin, s'agissant du principe d'égal accès aux élections, le Conseil constitutionnel a également annulé une interdiction qui avait été prévue par le législateur pour les parlementaires d'exercer des fonctions de conseil. Et donc, du fait d'un certain nombre d'affaires qui étaient sorties dans le débat public français, le législateur avait souhaité interdire toute fonction de conseil pour les parlementaires. Le Conseil constitutionnel a considéré que c'était excessif, au motif qu'il ne fallait pas réduire aussi drastiquement les activités qui pouvaient être exercées par les parlementaires, parce que ça limitait trop le champ des personnes qui se porteraient candidates aux élections. Par exemple, toutes celles qui avaient une profession de conseil renonceraient peut-être à se présenter aux élections. Et donc vous voyez que l'élection, qui a aussi été conçue comme un mécanisme de contrôle périodique des gouvernants, on renouvelle la confiance dans les gouvernants périodiquement et on les contrôle à cette occasion, est aussi dans les faits, et du point de vue juridique, une forme de protection des gouvernants.
parce qu'on recourt à l'élection, il faut que tout le monde puisse se présenter, et donc on va moins contrôler les conflits d'intérêts de la part des gouvernants. Et donc ma conclusion, c'est que ces nouvelles règles d'exemplarité, qui ont été construites par le législateur au cours de ces 30 dernières années, en France comme à l'étranger, sont en tension avec les anciennes règles de contrôle prévues par les régimes représentatifs. Et donc on n'a pas du tout affaire à une agrégation des deux formes de contrôle qui aboutirait à un contrôle renforcé. On a affaire à des tensions entre ces deux modèles de contrôle. Et mon analyse est qu'on n'est pas du tout au bout de cette articulation entre règles de contrôle représentatives et règles de contrôle d'exemplarité, qui est une nouvelle forme, en quelque sorte, qui vise à assurer l'intégrité des gouvernants, et qu'on est encore en quête d'une articulation à la fois théorique et pratique sur ces deux ensembles de règles. Merci beaucoup.